Nous avons traité déjà il y a un mois du thème de la ville durable et nous allons aujourd'hui tenter d'étudier les divers phénomènes qui conduisent à l'apparition de fractures dans l'espace urbain. Privatisation de morceaux de ville, création d'enclaves privées sécurisées, mais également et surtout, ce sera le thème de ce soir, concentration dans certaines zones urbaines de populations défavorisées, victimes de discrimination et qui ont ainsi développé des modes de vie et une organisation spécifique. Ces problèmes questionnent l'urbaniste, l'architecte, l'homme politique, tant en France qu'en Serbie. Bonsoir à tous. Vous avez déjà entendu le sujet de ce soir, c'est-à-dire centre et périphérie, ou comment surmonter les fractures urbaines. Après donc les présentations qui vont durer 20 minutes chacune, il y aura un débat, la possibilité de poser des questions. Monsieur Kucina va nous apprendre après Monsieur Laperoni ce qui se passe dans les milieux urbains en Serbie. Monsieur Laperoni, s'il vous plaît. Merci de l'invitation. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée en précisant deux choses. D'abord que je suis sociologue, ce qui dira à peu près et pose les jalons de ce que je vais pouvoir dire. Les sociologues, ce sont des gens de terrain qui s'appuient sur des enquêtes. Donc j'ai pas la science infuse sur l'ensemble de la ville, donc je vais essayer de partir disons, du travail qui est le mien, qui est le travail d'enquête auprès des populations les plus défavorisées dans les villes françaises en ce qui concerne ma dernière enquête. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que ce que je vais présenter est une enquête achevée, donc c'est un certain nombre de résultats qui peuvent amener à partir de là à développer des réflexions plus générales sur ce qu'est le ghetto et sur l'apparition de ce phénomène de ghetto dans les villes françaises, pas simplement à Paris, comme ça vient d'être évoqué, mais aussi dans l'ensemble des villes moyennes ou des petites villes même en France aujourd'hui, qui ont connu une évolution très importante ces 20 dernières années. Là, j'ai fait un certain nombre d'observations sur ce que je pouvais considérer être l'évolution des populations auxquelles j'avais affaire, des populations qui avaient en face de moi, et j'ai remarqué au moins trois choses fondamentales, me semble-t-il, qui avaient beaucoup changé dans ces années 2000 par rapport aux années 80 ou aux années 90. La première chose que je pouvais remarquer, c'était l'enfermement des gens, y compris à Paris. C'est l'autoréférenciation, c'est-à-dire quand je posais mon magnétophone, les gens me parlaient de leur cité. Ils me parlaient éventuellement de Saddam et Bush à l'époque, de ce qui se passait dans le monde, mais ils ne me parlaient plus de la société française, y compris, ils ne me parlaient plus de la ville de Paris. Dans un certain nombre d'endroits même, cela se traduisait par des difficultés à aller vers l'extérieur. Les gens du quartier Curial, par exemple, n'allaient jamais dans le quartier Cambrai.
Beaucoup de gens ne connaissaient personne en dehors de leur cité. Beaucoup de gens ne traversaient, beaucoup de gamins d'ailleurs n'avaient jamais vu la Seine, n'étaient jamais allés jusqu'au centre de Paris. Donc la première chose, c'était cet enfermement d'une partie de la population sur un territoire particulier ou sur un quartier particulier. Deuxième chose et deuxième observation, c'était le niveau de violence que je pouvais observer, qui était aussi sans commune mesure dans la vie quotidienne par rapport à ce que j'avais connu une vingtaine d'années auparavant. Violence, disons, dans les rapports quotidiens entre les gens, violence entre les cités. À l'époque, et c'est toujours le cas si vous connaissez Paris, il y avait de la violence entre la cité curiale et la cité Riquet, et les gens se tirent dessus et se tuent. Il y avait régulièrement des morts, régulièrement des incidents assez graves, des interventions de la police, et ainsi de suite, mais aussi une violence quotidienne qui pesait sur la vie des gens, qui les obligeait à organiser leur vie en fonction, disons, du fait qu'ils devaient affronter cette chose-là. Bon, bref, quelque chose d'assez lourd, disons, dans l'atmosphère générale des quartiers que je pouvais voir. Troisième chose, et chose fondamentale, je vais très vite, qui m'a beaucoup surpris, c'était l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. À l'intérieur des quartiers, une ségrégation de plus en plus marquée entre les espaces masculins et les espaces féminins, et c'est peu dire la disparition des femmes de l'espace public. On voit plus de couples. À l'intérieur des centres sociaux, par exemple, on mettait des rideaux dans les salles pour avoir les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Puis une pression aussi très forte sur le monde féminin et sur les femmes, une pression violente pour qu'elles quittent l'espace public, qu'elles ne soient pas présentes, ou pour qu'elles aient tel ou tel type de comportement ou tel type d'habillement. C'était une chose très nouvelle par rapport à ce que j'avais connu une vingtaine d'années auparavant ou dans d'autres situations. Alors je suis parti de ces observations et la question que je me suis posée, c'est une question assez simple, c'était est-ce que ces observations sont indépendantes les unes des autres ou est-ce qu'elles font sens au sens où c'est une évolution globale du monde populaire, ou d'une certaine partie du monde populaire, et des villes dans lesquelles nous évoluons. L'hypothèse que j'ai essayé de tester, merci, je commence à avoir peur, l'hypothèse que j'essayais de tester, c'est de me dire au fond, ce qu'il y a de très caractéristique de ce que je vois, c'est l'extrême banalité de ces choses-là. L'extrême banalité, pourquoi ? Parce que d'autres gens, dans d'autres situations, dans d'autres contextes, dans d'autres pays, ont décrit des choses tout à fait semblables, et notamment toute l'anthropologie américaine des ghettos des années 60 ou des enclaves italiennes des années 50 décrit des choses qui sont tout à fait comparables. Et donc la question que je me suis posée, c'était au fond, pourquoi c'est devenu tellement pareil ? Pourquoi ces phénomènes de marginalité urbaine, qui semblaient avoir disparu, ressurgissent sous la même forme, disons, dans un espace qui est l'espace parisien. D'où l'hypothèse que j'ai empruntée à cette sociologie ou à cette anthropologie urbaine qui est celle du ghetto. Au fond, je me suis dit, ce à quoi on assiste, c'est ce qu'ils ont vu dans cette période-là, dans ces villes-là, c'est la formation progressive de quartiers ghettoisés ou de formes de ghetto. Et j'ai emprunté directement l'hypothèse du ghetto à cette littérature, en définissant le ghetto, et c'est ça que je vais essayer de décrire très rapidement, de la manière suivante. Cette littérature, elle nous dit une chose qui est fondamentale, c'est que le quartier n'est pas un ghetto. Le quartier dans lequel on évolue n'est pas un ghetto, mais il y a du ghetto dans le quartier. Autrement dit, le ghetto, c'est pas un espace, d'abord, c'est une forme d'organisation sociale. C'est une forme d'organisation sociale qui se territorialise, qui se marque dans un quartier, mais qui ne concerne pas forcément toute la population. Donc, première chose. Deuxième chose qu'elle nous dit, au fond, le ghetto, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, il est produit par une population qui subit de la ségrégation, qui subit de la discrimination et de la pauvreté. Les gens sont dans le ghetto parce qu'ils sont à la fois pauvres et noirs, ou pauvres et arabes en ce qui concerne les Français, et vouloir séparer discrimination raciale et discrimination sociale, ça n'a pas de sens. Les gens subissent les deux à la fois, et c'est l'engrenage des deux à la fois qui produit le ghetto. Et puis troisième chose que nous dit cette littérature, le fait que les gens subissent la ségrégation urbaine ne suffit pas à faire ghetto. Après tout, ils pourraient être dispersés dans la banlieue ou dispersés dans les quartiers. Ce qui fait ghetto, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent par s'organiser. Ils finissent par fabriquer une forme d'organisation collective ensemble, une forme d'organisation collective qui va leur permettre de se défendre
contre la société, de se protéger contre la société, mais qui en même temps est un handicap pour chacun d'entre eux, parce que chacun est pris dans cette espèce de logique qui est celle du ghetto. Et donc le ghetto, c'est plutôt ça que je voudrais essayer de vous faire